à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition du Festival du film social. Un festival qui se déroule cette année jusqu'au 7 octobre un peu partout en France. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis à la Halle Saint-Pierre, au pied de Montmartre, dans le 18e arrondissement. Un cadre somptueux. Aujourd'hui, on va se poser une question, une question, qui est la suivante. En quoi l'art sert-il le social ? Voilà un grand et beau sujet que nous aurons la chance d'aborder avec nos invités du jour. En ma compagnie, aujourd'hui, nous avons Anne Brussy. Anne Brussy, vous êtes la déléguée générale du Festival du film social. Avec vous, nous reviendrons notamment sur les objectifs de ce festival, sur son implantation sur le territoire, mais aussi sur la sélection de films de cette riche édition 2021. Anne Brussy, bonjour. Bonjour. On a aussi avec nous sur ce plateau Martine Luzardi. Martine, vous êtes la directrice de la Halle Saint-Pierre, ce magnifique musée qui se consacre à l'art brut notamment. Merci Martine Luzardi de nous accueillir chez vous. Merci. C'est un grand plaisir. Et bonjour du coup, merci d'être avec nous. Et enfin, pour compléter ce très beau plateau, nous avons Katia Lamardel. Katia Lamardel, vous êtes la directrice de l'École normale sociale, on l'appelle aussi l'ENS. Elle est située pas loin d'ici, dans le 18e. Et dans le détail, pour qu'on comprenne bien, c'est une association qui en fait lie l'animation de la vie sociale d'un quartier, qui permet aussi l'apprentissage de la langue et qui forme au métier du social. Merci Katia Lamardel d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Voilà pour le tour de table. Avant de se lancer dans le vif du sujet, donc le débat du jour, comme je vous le rappelle, en quoi l'art sert-il le social ? Je voudrais d'abord me tourner vers Anne Brussy. Donc vous êtes la déléguée générale du Festival du film social. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter les enjeux de ce festival ? Alors, les enjeux de ce festival sont de sensibiliser le plus large public aux questions sociales. Alors les questions sociales, c'est très large. Ça va des problématiques qui touchent les migrants, en passant par le grand âge, la petite enfance, le handicap psychique et physique, les questions liées au genre aussi. Et donc, nous avons comme enjeu de faire que cette sensibilisation soit faite avec des films de qualité. Et nous avons de fait un comité de sélection qui a trié sur le volet quelques 200 films pour ne proposer que 22 films à la sélection. Donc trié sur le volet. Un petit mot quand même sur l'implantation du territoire du festival, Anne Brussy. Oui, alors nous sommes dans plusieurs salles. Nous sommes dans 12 salles à Paris et en Île-de-France. Donc ici, bien sûr, à la Halle Saint-Pierre, mais aussi à Aubervilliers, à Melun, Cergy-Pontoise, à Montrouge. Et nous sommes également en province, puisque nous sommes à Talence, à côté de Bordeaux, et également à Caen. Merci beaucoup Anne Brussy. Je me tourne cette fois-ci du côté de Katia Lamardel. Alors Anne Brussy le disait, c'est un festival du film social, vous êtes directrice de l'ENS. J'imagine peut-être que pour vous ce festival est important. D'ailleurs, pourquoi vous avez décidé de participer à ce festival ? Alors Pauline, c'est très important pour les écoles de formation en intervention sociale parce que ça valorise nos métiers. Et on tient aussi à valoriser l'engagement bénévole et le potentiel des personnes concernées qu'on voit à travers tous ces films. Donc c'est en quelque sorte un moyen de faire la lumière aussi sur à la fois les étudiants que vous formez pour ces métiers, mais aussi sur les publics, hein, si Exactement. Je comprends bien. Merci beaucoup Katia. Martine Luzardi, vous êtes donc la directrice de la Halle Saint-Pierre et vous avez accepté, merci encore, d'accueillir ce festival pendant 3 jours. Alors pourquoi vous avez décidé de participer, d'intégrer l'aventure du festival cette année ? C'était une aventure et j'aime bien les aventures, surtout les aventures humaines. Et que ce festival social, pour moi, c'était vraiment une aventure humaine. C'était le social, évidemment, ça nous touche beaucoup. Vous avez mis l'art et le social. C'est bien parce que ce n'est pas l'art ou le social, c'est l'art et le social qu'il faut prendre, à mon avis, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, évidemment. Et que participer justement à cette réflexion sur le rôle que le musée, que l'art peut avoir dans le développement social, c'était important. Et puis c'était la première fois qu'on avait... Et puis c'était aussi porté par des jeunes.
Et que pour nous, c'était aussi important, surtout qu'avec le Covid, on a eu cette problématique des boomers. Et on s'est dit, tout d'un coup, être au milieu de ces jeunes qui sont porteurs de ce beau projet, un festival du film social, c'était aussi réconcilier beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez abordé la question du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir sans tarder un reportage tourné par les étudiants de l'INASUP. Ce reportage va nous présenter en fait l'exposition qui se tient juste à côté de nous, juste au-dessus de nous même, on pourrait dire. Je rappelle qu'elle s'appelle La vie des objets. Elle est visible en entrée libre à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 17 octobre. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? Réponse tout de suite en images. Donc, la Fondation Abbé Pierre, c'est une fondation qui soutient et accompagne des associations qui prennent en charge des situations de mal-logement. C'est des personnes qui sont parfois exclues et qui ont du coup peut-être moins de contact que d'autres avec la société d'une manière générale. Et donc, c'est après cette discussion avec Mohamed, cet artiste, qu'on s'est dit que ce serait intéressant qu'il aille s'immerger en fait dans des structures avec lesquelles on travaille. Les rencontres qu'il a faites, ça l'a plus guidé vers un travail photographique et de texte où il retranscrit en fait les échanges qu'il a eus avec les personnes à travers les récits qui parlent justement de leur attachement à cet objet, ce qu'est cet objet pour eux. Tout un chacun, on a notre propre rapport à l'art, et peut-être la différence, c'est que certaines personnes ont des situations tellement fragiles. Quand on ne sait pas où on dort le soir ou ce qu'on va pouvoir manger, notre préoccupation principale, c'est pas tellement de faire 3 heures de dessin dans la journée, même si c'est sûrement super, mais on a d'autres choses à régler. Donc c'est peut-être là-dessus où nous, on essaye de trouver les bonnes modalités aussi pour que ce soit possible pour tout le monde. Souvent, dans les lieux culturels, on ne se sent pas autorisé à y entrer. On pense que c'est plutôt quelque chose d'élitiste, du coup, qui ne nous concerne pas. En général, on est souvent rejeté, en fait, des espaces publics. Et donc, tout d'un coup, de dire, ce festival, il est aussi pour vous. Ça a trait à des enjeux plus de dignité humaine, en fait. D'avoir une place dans la société, d'exister, d'être écouté. Donc pour moi, c'est ça, peut-être la chose la plus forte que ça peut apporter, c'est cette place en fait qu'on leur donne. Voilà pour l'exposition La vie des objets, visible, je le rappelle, à la Halle Saint-Pierre, en entrée libre jusqu'au 17 octobre. Alors je me tourne vers vous, Martine Luzerdi, puisque vous êtes celle qui accueille aussi du coup cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous la présenter à votre manière? Moi, j'étais très étonnée parce que quand j'ai décidé d'accepter d'accueillir cette exposition, je m'attendais à quelque chose d'habituel, c'est-à-dire d'avoir des objets. Et puis, pas d'objets, c'était une exposition d'affiches avec la photo des objets et puis les textes. Alors, c'était déstabilisant et en même temps très intéressant parce qu'on est attaché à l'objet. Et donc, il faut apprendre à se détacher de l'objet. L'objet, c'est quelque chose de matériel. Et cette exposition s'y prêtait d'autant plus parce que derrière la vie des objets, c'est l'invisible qu'on veut voir. C'est ces gens qui sont attachés à un objet qui représente toute leur vie, qui représente la perte d'un pays, la perte d'une famille, la perte d'une identité, et qui reconstruisent tout ça dans l'imaginaire et dans le symbolique à travers un objet. Mais cet objet est immatériel pour nous, en tout cas, parce qu'on ne le voit pas. Et pour eux, il est en même temps matériel, l'objet lui-même, mais il représente quelque chose d'absent. Donc c'était intéressant d'avoir cette absence-présence aussi dans l'exposition, de montrer cette frustration de ne pas avoir l'objet, mais qui est compensée par le texte. Et le texte est magnifique, qui accompagne chaque objet, parce que c'est la parole, c'est le vécu, c'est ce que ces personnes pensent, ressentent. C'est presque toute leur vie qui est dite dans un objet et dans quelques phrases. Et du coup, ça donne une approche de l'exposition et puis une proximité avec ces personnes-là tout à fait différente. C'est une expérience nouvelle. Donc à vous entendre, cette démarche artistique aussi sert le sujet. En l'occurrence, ces personnes qui sont sans domicile fixe. Là, on peut dire que l'art peut servir le social dans ce cas-là. Je me tourne vers vous, Anne Brussy. Là, on a vu à travers la présentation de Martine qu'à travers des expositions, des photos, des objets qui sont là ou non, des textes, est-ce que l'art, d'autres
d'autres types d'art peuvent servir le social, et peut-être au travers de la sélection que vous avez cette année de films, en quoi l'art peut servir le social? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question à travers la sélection des films? Oui, bien sûr. Alors, sur notre sélection, on a vu ô combien l'art était présent, à la fois l'art, par exemple, sous forme théâtrale, des travaux théâtraux faits avec des populations défavorisées et qui leur permettent de sortir de leurs conditions et de s'assumer et voire de prendre une place plus importante dans la vie. C'est le film Remue-Ménage. Femme de ménage. Femme de ménage, pardon. Nous avons aussi des films qui parlent de l'art musical, cette fois, où il y a des interventions d'orchestres qui vont dans les banlieues et qui permettent à des jeunes de banlieue de pouvoir faire de la musique. Et puis, il y a aussi le cinéma. C'est-à-dire que, notamment, des personnes souffrant d'un handicap psychique ou physique font leurs propres films qui sont aussi une forme d'expression qui est importante. Et tout ça, ce sont dans nos films. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est vrai que c'est des thématiques qu'on retrouve cette année aussi dans la sélection. Katia Lamardel, je le rappelle, vous êtes la directrice de l'ENS. Vous, dans votre cas, vous formez du coup des étudiants en métier du social. Vous êtes aussi en contact avec des publics. On m'a parlé d'ateliers en fait, de médiation sociale et créativité. Vous, dans votre cadre professionnel, en quoi l'art peut être parfois une arme pour travailler avec les personnes fragilisées? Merci Pauline, cette question est vraiment très, très bien posée. En fait, l'association École Normale Sociale appartient à deux réseaux. Un réseau d'éducation populaire et un réseau de formation en intervention sociale. Et je voulais commencer mon propos par ces deux éléments parce que ces deux réseaux s'appuient sur la valorisation du potentiel des individus. Donc en fait, on croit en la capacité créative de chacun. Et ça, je crois que c'est important parce que ça va baser la suite de mon propos. Et donc, l'équipe éducative de notre école a décidé de créer des modules de créativité qui permettent de rassembler dans un même espace avec l'outil de médiation éducative, culturelle, sociale, qui est l'art plastique, le théâtre. Cette année, on invite une réalisatrice qui va parler de l'image avec nos publics. Et l'idée, c'est de mélanger donc, les personnes accueillies qui sont chez nous des personnes migrantes, qui sont en France depuis très peu de temps, qui souvent ne maîtrisent pas la langue française. Et ils vont être dans un atelier avec des futurs assistants de services sociaux en formation. Et ils vont avoir un but commun, c'est de créer une œuvre commune. Une œuvre artistique, du coup. Une œuvre artistique. Est-ce que vous auriez quelques exemples de ce que pourraient être justement ces projets artistiques qui lieraient du coup différents publics, les éducateurs Alors ça peut être du théâtre, ça peut être du chant. Ce qui est intéressant, c'est de voir les effets que ça produit. Je vous disais que les apprenants, par exemple, ne maîtrisent pas forcément la langue. Oui. Et là, la communication va se faire par l'objet de l'art artistique. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça permet aussi de casser les représentations à la fois pour la future ou le futur assistant de service social dans sa relation d'accompagnement, de ne pas se situer dans une posture descendante, mais bien de se mettre à niveau, et à la fois pour les publics accompagnés de mieux comprendre d'où parle l'assistant de service social. Donc l'art, en quelque sorte, comme moyen de communication et qui crée du lien entre les gens. Oui. Merci. Alors je vous propose cette fois-ci de nous tourner un peu plus vers le domaine médical et plus particulièrement vers le domaine psychiatrique. Les équipes de l'INASUP sont allées rendre visite au professeur Franck Bellivier. Il est psychiatre et c'est le chef du service addictologie et psychiatrie de l'hôpital Fernand Vidal. C'est dans le 10e à Paris. On lui a aussi posé la question, un peu plus anglais d'ailleurs, est-ce que l'art peut être une arme thérapeutique ?
On écoute sa réponse. Je m'appelle Franck Bellivier, je suis psychiatre et professeur de médecine à l'Université de Paris. Et je suis ici chef du département de médecine addictologique et de psychiatrie, ici à l'hôpital Fernand Vidal de Paris. Alors les pathologies psychiatriques nécessitent bien sûr des interventions médicales et des prises en charge médicales, soit en ambulatoire, soit à l'hôpital. Mais on a l'habitude de considérer que l'hôpital n'est qu'un temps dans la prise en charge des patients et il y a un immense travail qui reste à faire après l'intervention des médecins. Le cinéma n'est pas aujourd'hui une arme thérapeutique. Ça ne fait pas partie de notre arsenal thérapeutique dans la prise en charge des patients qui ont une pathologie psychique. Ceci étant, le développement et l'investissement d'activités artistiques, la musique, le cinéma, l'écriture, la peinture, ce sont des modes d'expression qui peut les aider finalement à trouver le canal par lequel ils souhaitent s'exprimer. Dans le cas particulier du cinéma, les patients et les familles d'ailleurs peuvent jouer aussi un rôle de témoin et d'ambassadeur. Puisque un enjeu important dans la prise en charge des pathologies psychiques, c'est la déstigmatisation. Ce sont des maladies honteuses dont on n'ose pas parler. Le grand public n'est pas très familier. Il y a souvent des croyances erronées sur les pathologies psychiques. Et donc la production audiovisuelle est très importante pour mieux comprendre, mieux appréhender ces phénomènes que sont les pathologies psychiques. Et les patients et les familles peuvent apporter une contribution très importante dans ce travail de déstigmatisation pour que la population générale se familiarise avec la réalité de ces pathologies et de ces parcours. Je viens d'écouter le professeur et psychiatre Franck Bellivier. Je me tourne vers vous, mes invités, pour recueillir un peu vos réactions. Anne Brucy, Franck Bellivier parlait aussi plutôt de déstigmatiser en fait certaines maladies. Là aussi, l'art audiovisuel peut permettre ça. C'est la représentation de l'irreprésentable. C'est-à-dire qu'en matière psychique et psychiatrique, c'est très très difficile de parler de maladie puisque c'est pas une jambe cassée, c'est pas visible, et qu'on arrive, grâce à un certain nombre de productions cinématographiques, à représenter ce que représente ce domaine de maladie. Et il y a plusieurs films qui sortent, notamment un qui va sortir cette semaine sur les écrans, qui s'appelle Les Intranquilles, et qui parle de bipolarité au sein d'un couple. Et donc ça dédramatise ce type de maladie qui, jusqu'à présent, est plutôt caché. Martine Luzerzi, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que disait Franck Bellivier? Je tiens d'ailleurs à préciser que la Halle Saint-Pierre, on parle d'une galerie d'art brut. Alors on dit aussi l'art des fous. Alors ce serait un peu réducteur de dire ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tout ça? L'art brut a été longtemps connu comme l'art des fous, étant donné que c'était dans les asiles. À l'époque, on ne parlait pas d'hôpitaux psychiatriques, on parlait d'asiles, qu'on a remarqué que les premiers psychiatres, les aliénistes humanistes, se sont intéressés aux productions des malades mentaux, non pas d'un point de vue clinique, mais d'un point de vue artistique. Voilà. Et donc l'art brut, le gros de l'art brut, était composé d'œuvres réalisées dans ces conditions-là. Mais il y a aussi des grands marginaux, comme le facteur Cheval, par exemple. Voilà. Alors, dans le propos de ce psychiatre, ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait justement de l'art comme moyen de reconnaissance et de déstigmatisation des personnes en situation avec des problèmes psychiatriques, mais aussi maintenant en situation de handicap, donc toutes les personnes qu'on voudrait marginaliser. Donc l'art est un bon outil de sociabilisation et de reconnaissance et de revalorisation et d'insertion sociale et de déstigmatisation de ces personnes-là. Alors là, c'est du point de vue de la réception. Et là, on est totalement dans le social. Mais il y a aussi le point de vue, c'est-à-dire le point de vue de la personne. C'est celle qui est dans cette situation-là. Et bien souvent, on parle à sa place, parce que quand on fait un film, c'est notre jugement sur on veut et on parle. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette personne-là, comment elle
va pouvoir se réhumaniser, c'est-à-dire prendre sa place dans la société, prendre sa place d'abord par rapport à elle-même, parce qu'avant d'exister dans la société, on existe pour soi. Et comment elle, à travers l'art, et surtout à travers la création, parce que l'art c'est déjà un phénomène social, avec un jugement qu'on va porter dessus, mais la création c'est un débat entre soi et soi. Et la personne qui se met à créer, qui a cette urgence, ce besoin de créer, c'est d'abord pour elle et pas pour l'autre. Et ce qui m'intéressait dans l'art brut, c'est que les auteurs d'art brut ont créé pour eux-mêmes, c'est je crée donc j'existe. Et c'est pour retrouver leur dignité, mais pas par rapport à eux-mêmes, pour retrouver cette liberté et pour retrouver cette humanité. Donc ils redeviennent humains pour eux, et du coup, on les regarde aussi différemment, pas seulement à travers leur production, mais à travers ce geste créatif, c'est de leur réapproprier, ils se réapproprient leur destin. Et bizarrement, c'est ces gens qu'on a stigmatisés, tout d'un coup, ils deviennent des héros pour nous. Parce que nous qui vivons, nous sommes que des bons névrosés, avec toutes nos entraves et notre concession sur notre liberté que l'on perd petit à petit. Et voilà qu'on trouve dans le marginal celui qui va, de façon héroïque, retrouver le chemin de la liberté par lui-même. Alors évidemment, c'est aussi un fantasme, mais c'est quand même cette héroïsation qu'on commence à faire du marginalisé qui retrouve le chemin de l'émancipation et de la liberté par lui-même. Merci beaucoup Martine Luzardi. Ça va très vite, du coup, je vais déjà vous remercier. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci Anne Brussy. Vous êtes donc, je le rappelle, la déléguée générale du Festival du film social, dont c'est la 3e édition cette année. Merci à vous Katia Lamardel, directrice de l'École normale sociale. Merci à vous aussi Martine Luzardi pour votre accueil et votre participation à ce riche débat. Un grand merci aussi aux élèves et aux professeurs de l'INASUP, l'École supérieure de l'audiovisuel de Brie-sur-Marne. Merci d'avoir intégré vous aussi cette belle aventure qu'est le Festival du film social. Et enfin, un grand merci à vous tous, les spectateurs, les bénévoles qui ont participé à cette première journée de coup d'envoi. À très bientôt donc pour la suite des réjouissances.